Continuons nos travaux avec l'audition de M. François Bonnet, qui est président du Fonds pour une presse libre. Monsieur, le fonds que vous présidez a été fondé en 2019 par les fondateurs et les associés de Mediapart, avec pour mission principale, je cite, de défendre la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme. Pour ce faire, vous soutenez financièrement des médias indépendants. Le 14 octobre dernier, vous avez lancé sur Internet un appel visant à développer l'écosystème de la presse indépendante. Le 7 décembre, vous avez publié un article intitulé « Concentration des médias, l'urgence d'agir ». J'ai hésité parce que je ne sais plus dans où vous l'avez publié, l'article. Sur votre site, d'accord. Voilà. Nous sommes donc légitimement intéressés à la fois par votre constat des risques éventuels liés aux concentrations, mais également par vos propositions d'évolution. Je vous propose l'organisation suivante, à savoir 10 minutes de temps de parole, et puis après, bien sûr, un système de questions-réponses où vous pourrez compléter ce que vous n'avez pu dire dans les propos liminaires. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, de nous indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter, Monsieur Bonnet, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie et donc je vous donne la parole pour 10 minutes. Bien, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour cette invitation et puis merci d'accepter d'entendre le Fonds pour une presse libre, ses analyses et ses propositions. Dans ce propos liminaire, il va vous sembler peut-être un peu général, mais il vise d'abord à expliquer pourquoi nous avons décidé de créer ce fonds pour une presse libre dont la mission première, reconnue d'intérêt général, est d'aider à la liberté et au pluralisme de l'information. Parce que nous avons fait un constat qui est aujourd'hui largement partagé dans le monde de la presse indépendante, c'est qu'il y a dans notre pays, il y a bel et bien une crise d'indépendance des médias, et cette crise détruit progressivement le droit des citoyennes et des citoyens à une information libre, pluraliste et de qualité. Et puisque votre commission est chargée d'évaluer les effets d'une concentration sur finalement la qualité de notre vie démocratique, moi je souhaiterais insister dans ce préambule sur un point peut-être peu évoqué devant vous. Il y a bien sûr dans ce pays des médias de qualité, il y a des grands journaux, il y a de très bons journalistes et il y a un service public puissant. Mais ce qui me frappe, et je suis journaliste depuis 41 ans, c'est de manière générale la médiocrité de l'information dans notre pays. Et je veux m'arrêter une minute là-dessus, parce que la demande d'information avec la révolution numérique n'a jamais été aussi forte. Et tant mieux, il faut s'en féliciter, c'est formidable. Or, l'offre globale d'information, elle n'a jamais été aussi faible. Pourquoi ? Parce que nous avons une information qui est quand même très conformiste, qui est redondante, qui est mal hiérarchisée, qui est trop institutionnelle et qui n'est pas assez à l'écoute de notre société. Tout le monde copie tout le monde, c'est une information souvent sans qualité, sans plus-value, une info low cost produite par des journalistes précarisés. Les chaînes d'infos, malheureusement, sont devenues trop souvent des chaînes de bavardage, quand elles ne sont pas simplement des vecteurs de propagande pour l'extrême droite et ses fake news. Et dans la presse écrite, et je vais surtout concentrer mon propos là-dessus parce que c'est ce que je connais le mieux, j'ai toujours travaillé dans la presse écrite, à quoi on assiste ? Les réseaux de correspondants à l'étranger ont été généralement, à peu près dans tous les titres, réduits, voire liquidés. Donc le récit et la compréhension du monde sont sous-traités à des pigistes mal payés ou sous-traités aux agences de presse. L'information économique dans la presse générale est quand même très largement indigne, tant elle est insuffisante. Celle sur le monde du travail est quasi inexistante. Le photojournalisme a été comme broyé. Le reportage et l'enquête sont de plus en plus rares.
quant à l'information locale, qui est un énorme enjeu dans notre pays, elle a été pratiquement mise à genoux par les différents services de communication des collectivités locales. Alors tout ça est assez douloureux à dire, surtout pour moi, journaliste, mais nous avons l'un des systèmes d'information les plus médiocres en Europe si on accepte de se comparer à nos voisins européens de taille semblable. Et vous avez auditionné hier le patron du groupe Bertelsmann. Regardez la puissance et la qualité de la presse allemande, regardez la diversité et le dynamisme de la presse espagnole, regardez la vivacité et l'inventivité de la presse britannique. Notre presse est en retard et cela donne deux choses. La première, c'est un débat public qui quand même apparaît pour le plus grand nombre largement hors sol et déconnecté, et où peuvent s'installer, et cela depuis des mois, les diatribes racistes d'un polémiste multicondamné devenu candidat à la présidentielle. Le second effet majeur, c'est un décrochage violent entre nos publics, les citoyennes et les citoyens de ce pays, et les médias. Et cette défiance qui ne cesse de s'amplifier, nous devons la saisir à bras-le-corps et agir. C'est pour ça qu'il y a urgence à agir. Alors, pourquoi autant de malinfos ? Vous avez parlé de concentration, parfois d'hyperconcentration, de concentration accélérée. Moi, j'insiste pour ma part sur la structure de propriété des médias. Parce que la révolution intervenue ces 15 dernières années, c'est bien la prise de contrôle de l'essentiel du système médiatique privé par des hommes d'affaires dont les intérêts ne sont pas dans les métiers de l'information, ça a été très largement dit, mais dans l'armement, le BTP, le luxe, la téléphonie, la finance et la banque. Ces industriels ne connaissent pas ces métiers de l'information. Ils achètent de la protection et de l'influence. Ils ne pensent pas en termes de développement, de prise de risque, d'innovation. Alors, moi, je pose simplement la question, où sont leurs innovations ? Qu'ont-ils donc créé depuis 15 ans ? Rien. Ils ont détruit de la valeur, ils ont fait des plans sociaux, ils ont accumulé des pertes, ils ont raté la révolution numérique, ils se sont gardés d'investir pour mieux ouvrir le robinet des aides publiques qui représentent aujourd'hui une part de plus en plus importante de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas chez eux que s'invente le futur et que se reconstruit le journalisme et la relation avec nos publics. C'est dans cette galaxie qui est extrêmement diverse, avec des modèles très différents, des situations financières également radicalement différentes, mais c'est dans cette galaxie qui compte plusieurs centaines de médias indépendants que tentent de s'inventer de nouvelles choses. Et je vais simplement faire une liste très rapide. Qui a inventé le modèle d'abonnement à des journaux numériques ? 2 titres indépendants, Arrêt sur Image et Mediapart. Ce sont 2 titres qui sont bénéficiaires depuis des années, qui ont refusé des aides publiques, qui ont refusé la publicité et qui ne cessent d'investir dans des contenus. Qui a inventé la radio numérique, de nouveaux modes de récit audio et les fameux podcasts qui ont aujourd'hui un succès considérable ? C'est d'abord le service public, avec Arte Radio et France Culture en particulier. Et ça a été relayé par une multitude de sites indépendants qui ont installé ces nouveaux formats. Qui a reconstruit le lien avec les lecteurs, nos publics ? Nous vivons d'eux grâce au participatif. Ce sont les titres indépendants. Qui a relancé un journalisme offensif d'enquête qui était largement étouffé dans les médias classiques ? On peut parler de Mediapart, et Mediapart a été suivi par beaucoup d'autres. Aujourd'hui, Disclose, Street Press, Mediacité et Blast. Qui invente de nouveaux formats vidéo quand on a les moyens de les produire ? Ça se passe dans la presse indépendante. Qui bouscule les vieux monopoles construits par les quotidiens régionaux et renouvelle l'information locale ? C'est Mars Actu à Marseille. C'est un site d'information qui est aujourd'hui bénéficiaire. C'est Mediacité à Lille, à Lyon, à Nantes, à Toulouse. C'est le Poulpe à Rouen et en Normandie. Et enfin, dernière chose, et je m'arrêterai là pour cette liste, qui explore de nouveaux champs d'information, c'est Reporter sur les nouvelles questions écologiques, c'est Basta sur l'international
et les nouvelles luttes sociales. C'est Orient 21 sur une nouvelle lecture et de nouvelles analyses du Proche et du Moyen-Orient. C'est La Déferlante qui explicite et enquête sur les nouveaux féminismes issus post-MeToo. Et c'est enfin Splan qui travaille beaucoup sur les dégâts de l'agro-industrie en Bretagne. Et je pourrais citer bien d'autres titres. Donc simplement pour dire, cette presse indépendante, c'est aujourd'hui un laboratoire, c'est là que ça se passe, et c'est un aiguillon. Ce n'est pas une presse marginale, ce n'est pas une presse alternative, ce n'est pas une presse militante. C'est une presse qui, chaque jour, compte des millions de lecteurs, d'auditeurs et de spectateurs. Et pas à pas, elle tente de construire, dans d'énormes difficultés, on y reviendra sans doute, un nouvel écosystème d'information. Et je termine là-dessus, c'est que cette presse est de fait interdite bancaire. Elle n'a pas accès au crédit des différents établissements financiers. Elle le fait en étant massivement discriminée dans l'attribution des aides publiques. Elle le fait dans une concurrence déloyale et faussée par les médias de nos hommes d'affaires qui, après avoir accaparé les aides publiques pour en faire une rente, est en train d'organiser une autre rente, privée cette fois, par des accords secrets avec les GAFAM, et c'est le rapport très intéressant qui vient d'être publié par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les droits voisins. Alors, c'est dans ce contexte que le Fonds pour une presse libre a été créé. C'est une très petite structure, et on ne prétend pas bouleverser le paysage. Nous avons peu de moyens, on existe depuis 2 ans, mais on est là pour aider ces titres indépendants, aider en les finançant, en finançant des projets éditoriaux innovants, en finançant des développements techniques, en aidant de manière financière, mais aussi en termes de conseils, à construire, si possible, des modèles économiques pérennes. Bref, on les aide à remettre le journalisme debout, et là où il doit être, c'est-à-dire au service de nos publics, au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie de m'avoir écouté et répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Vous posez les premières questions. Oui, mais merci de votre exposé et d'avoir développé votre point de vue sur l'état, sur le sujet qui nous occupe, les concentrations, la situation de la presse, du journalisme, l'information, la qualité de l'information, la confiance dans l'information et les enjeux démocratiques qu'il y a derrière. Merci. Ce qui ne vous a pas permis de plus développer, et ça sera l'occasion de mes questions, votre projet et le fonds pour une presse libre. Alors, j'ai 2 premières questions qui ont un lien. Si vous pouvez nous préciser quelles sont les sources de financement du fonds, et comment vous envisagez de le développer, y compris par d'autres sources qu'aujourd'hui. Dans quelle direction vous cherchez abonnement, aide publique, haute contribution, public ou privé, enfin bon, le champ des possibles. Et puis, quels sont vos critères d'investissement dans les différents projets? C'est-à-dire, comment vous les sélectionnez? Est-ce que c'est la presse en ligne uniquement? Est-ce qu'il y a un angle éditorial, même si il peut toucher plusieurs sujets, mais un parti pris de la façon d'éditorialiser? Est-ce que c'est le journalisme d'investigation, puisqu'il est très présent? Est-ce que vous pouvez nous préciser cela? Et ensuite, je vous demanderai les principales participations de votre fonds, dans quels médias sont les principales? Bien sûr, merci de ces questions, parce qu'effectivement, ça me permet de rentrer dans le détail. Donc, le Fonds pour une presse libre, c'est un fonds de dotation, donc une structure à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, et régie par la loi de 2008 sur la modernisation de l'économie. Alors, nos sources de financement, elles ne peuvent pas être publiques. La loi l'interdit, donc nous n'avons pas de fonds publics. Je sais que, par exemple, on s'était renseigné auprès de
puisqu'on doit dialoguer et rendre compte, ce qui est normal, des activités de ce fonds à la préfecture, et on leur avait demandé si on pouvait avoir accès, par exemple, à des fonds européens publics, les grands appels d'offres lancés par la DG Communication à Bruxelles. Ça nous est interdit, donc pas de fonds publics. Donc nous fonctionnons essentiellement exclusivement sur des donations privées. Nous avons collecté à ce jour, depuis 2 ans, environ 400 000 euros. Ce n'est pas une somme qui est énorme, mais enfin c'est quand même une somme conséquente. C'est essentiellement des dons privés. Nous devons une pleine transparence à notre public, donc nous avons décidé de publier l'identité de tous les donateurs supérieurs à 5 000 euros. Donc c'est sur notre site, c'est dans le rapport d'activité annuel que nous devons évidemment rendre public. Vous avez la liste de tous ces donateurs. Ce sont des personnes intéressées par ces questions de liberté de la presse. Donc les sources de financement, ce sont des sources privées. Nous avons fait, par exemple, une collecte participative et citoyenne sur la plateforme de collecte KissKissBankBank à la fin du mois d'octobre, qui nous a permis de collecter 160 000 euros. C'est très intéressant parce que vous voyez comment cette question est sensible. Un peu plus de 2500 personnes ont participé à cette collecte. C'est des dons qui vont de 5 à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc, on a toutes les situations possibles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'évidemment, en faisant le geste de nous soutenir, les gens mettent des petits messages. Et vous mesurez là combien est grande cette défiance, cette méfiance, ce rejet d'un système médiatique dominant qui est considéré comme corrompu, je dis le mot pas au sens judiciaire, hein, abîmé est un mot plus exact, abîmé du fait de ces liens de dépendance avec les grands groupes industriels de ce pays. Donc voilà, on fonctionne de cette façon. Nous allons tenter évidemment d'accroître ces financements. Nous allons tenter de les diversifier en faisant appel à d'autres fondations. Je pense à des fondations européennes qui sont également très sensibilisées sur ces questions de liberté de la presse, de développement d'une presse indépendante. Donc voilà pour les sources de financement. En gros, aujourd'hui, on a quoi? On a un budget de 300 000 euros depuis 2 ans, hein, qui nous permet d'accorder chaque année 200 000 euros à des médias, un peu plus de 200 000 euros à des médias indépendants via des appels à projets. Nous avons évidemment des frais de fonctionnement, mais une seule employée à temps plein qui est notre directrice exécutive ici présente, Charlotte Clavreul. Toutes les autres fonctions et toutes les autres personnes qui participent au fonds le font bénévolement, et du reste la loi oblige à ce bénévolat et c'est bienvenu. Voilà comment on fonctionne. Alors, vous m'interrogiez sur les critères d'investissement ou d'attribution de subventions. À côté du conseil d'administration du fonds, nous avons constitué, la loi nous y oblige, un conseil stratégique qui est justement chargé d'évaluer les investissements réalisés par le fonds. Ce conseil stratégique, nous avons tenu à ce qu'il regroupe des professionnels expérimentés, entrepreneurs de presse, journalistes, entrepreneurs de presse, par exemple Maurice Botbol, directeur d'Indigo Publications, Edmond Espanel, directeur général de BriefMe, Karen Bastien, cofondatrice d'une agence web WeDoData. Nous avons associé des universitaires et des chercheurs, par exemple Valérie Jeanne Perrier, qui dirige aujourd'hui l'école de journalisme du CELSA, ou Nikos Myrnaios, qui est un universitaire spécialisé sur les questions de presse à l'université de Toulouse. Et puis des professionnels plus pointus,
côté journaliste, par exemple Lisa Castelli, qui est journaliste et actionnaire associé de Mars Actu, et Audrey Williamson, qui est une spécialiste, je dirais, de problèmes techniques fort complexes, développement d'applications, etc., qui, elle, est salariée de Mediapart. Donc vous voyez qu'on est dans cette diversité à la fois de savoir professionnel et d'appartenance à des médias indépendants. Donc, j'allais dire, sont eux qui décident. Évidemment, on discute. On discute de quoi ? Non pas de priorité donnée à l'investigation ou à des colorations éditoriales, voire à des engagements. Non. Nous, notre ambition, avec le peu d'argent qu'on a, mais parfois ça sert, ça permet de franchir une marche, ça peut faire cliquer. Notre ambition, c'est d'aider des titres très fragiles à passer un cap dans la construction de leur modèle éditorial. Je vous donne un exemple très bête. On a par exemple soutenu un projet d'un tout jeune site d'information qui est très brillant, mais qui a vraiment zéro moyen. On l'a soutenu, ça peut paraître ridicule, à hauteur de 17 ou 18 000 euros, simplement pour construire une newsletter efficace, bien foutue, qui permette de, en permanence, faire les allers-retours avec ses lecteurs et ses abonnés, et qui puisse être branché derrière sur un outil marketing qui va permettre d'informer, d'avertir ses abonnés. Ça peut sembler des petites choses assez ridicules, mais avec ces petites choses, c'est comme ça qu'on peut fidéliser un lectorat, qu'on peut gagner 400, 500, 600 abonnés. Et gagner 400, 500, 600 abonnés, eh bien, c'est passé déjà un cap assez important. Donc voilà, on a aidé, je vous donne un autre exemple, Orient 21, qui est vraiment un site exceptionnel d'information, de reportage sur les sociétés proches et moyen-orientales et d'analyse. On les a aidés, c'est un site qui est aujourd'hui publié en français et en arabe. Ils voulaient développer une traduction italienne, où ils estiment que là, ils peuvent avoir un marché assez important. Eh bien, on les a aidés pour développer cette organisation de traduction. Je vous donne un autre exemple. On a aidé également site d'information régionale, la revue Far West dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est un site web d'information, AC Magazine, et ils voulaient construire ce qu'on appelle aujourd'hui les MOOC, c'est-à-dire 2 fois par an de faire un beau produit papier qui puisse les faire connaître par des publics différents. Et bien, on les a aidés, on a financé ce premier MOOC qui a très très bien marché, ils sont très contents. Je parle sous le contrôle de Charlotte qui a suivi ce dossier, et du coup, ça leur a évidemment apporté du chiffre d'affaires, de la notoriété, de nouveaux publics, etc. Je vous donne un dernier exemple, Radio Parleur. C'est un site qui produit essentiellement de l'audio sous forme de podcast, et qui avait tout un projet sur les nouvelles dynamiques dans notre société. Pas seulement les mobilisations sociales, mais des choses plus diverses, etc. Et donc qui prévoyait, qui cherchait un budget pour mettre en place à la fois une base technique améliorée, et puis de payer correctement des gens pour faire leur travail de journaliste. Et nous avons soutenu ce projet. Là, on a un appel d'offres qui est en cours, qui va être d'un peu plus de 100 000 euros. Donc, il y a un appel à projet qui a été lancé, et la date de clôture des candidatures est au 25 février. Et donc là, ce qu'on a proposé, ce n'est pas seulement de la subvention, c'est aussi une mécanique d'avance remboursable, parce que là, on peut débloquer des sommes plus importantes, de l'ordre de 50 000 euros. Donc, de dire à des titres, vous n'avez pas accès au crédit bancaire, les aides publiques sont non pas inexistantes, ce serait faux de dire ça, mais c'est des procédures très très lourdes, etc. Nous, on peut vous faire des avances remboursables. Voilà, donc l'avance remboursable, c'est quoi ? On vous prête 45 000, 50 000 euros. Vous avez 2 ans de franchise complète. Vous n'avez pas de garantie à nous apporter.
on estime avec vous que vous avez un beau projet qui mérite de trouver un financement, et donc on le fait. Et puis vous aurez ensuite quelques années pour nous rembourser. C'est un peu vertueux parce que ça permet au fonds de récupérer à terme cet argent et de pouvoir le réinvestir dans d'autres projets. Donc voilà comment on fonctionne. Très franchement, l'enjeu n'est surtout pas sur des positionnements ou des engagements politiques. L'enjeu, il est de construire du journalisme pérenne. Voilà. Alors, c'est une grande ambition. On ne pourra pas complètement la mener avec les moyens dont on dispose, mais en tous les cas, on a 2 ans et malgré tout, on est content. On a déjà soutenu 7 médias. Avec cet appel d'offres, on va en soutenir 3 ou 4 nouveaux. Et on est plutôt satisfait pour l'instant de ce qu'on parvient à faire, même si c'est petit. Vous avez, peut-être ensuite vous l'avez précisé quand même dans votre introduction, mais vous parlez en fait de médias dominants, et face aux médias dominants, vous voulez encourager une presse indépendante. Ça veut dire que toute la presse qui a des gros moyens ne serait pas indépendante. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser, dominant? Vous l'avez dit tout à l'heure, sous un aspect qui est celui de grands groupes qui ne sont pas des groupes de médias. Ouais. Et vous avez d'ailleurs valorisé des grands groupes de médias comme en Allemagne et ailleurs, parce qu'ils sont concentrés et à l'origine des groupes de médias. Est-ce que donc c'est eux les dominants? Ce que je veux vous dire, c'est est-ce que l'indépendance est liée à la puissance ou au lien avec des activités industrielles? Non, l'indépendance, je pense que c'est tout de même assez simple à définir. Et nous, on a repris, par exemple, la définition, comme ça, on est en ligne, en plus on est d'accord, on en avait discuté, on a repris la définition donnée dans ces statuts par le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. C'est quoi un média indépendant? Une entreprise indépendante, c'est écrit dans les statuts du SPIL, c'est une entreprise au service d'elle-même et non d'intérêts industriels, commerciaux ou politiques tiers. Donc ça peut être un média contrôlé par son équipe, ça peut être un média contrôlé par divers actionnaires. À ce moment-là, quel est l'indicateur? C'est que ces actionnaires ne soient pas en situation de conflit d'intérêts avec la société éditrice de ces médias. Si on prend les associations, c'est peu ou prou la même question. Il y a beaucoup de structures associatives aujourd'hui dans la presse indépendante. Eh bien, il faut faire attention à ce que ces associations aient des sources de financement suffisamment diversifiées pour ne pas dépendre d'une fondation, d'une entreprise, d'une collectivité locale. Et là aussi, il faut que les responsables de ces associations ne soient pas en situation de conflit d'intérêts. Mais le conflit d'intérêts, alors... Juste le corollaire de ma question, c'était, d'ailleurs Edouard Plénin nous avait dit ce que c'est pour lui une presse indépendante, et vous le développez de la même façon, mais le corollaire de ma question, c'était, c'est quoi les médias dominants? C'est-à-dire, c'est quoi les médias dominants? Les médias dominants, je vais rester essentiellement sur la presse écrite parce que je suis beaucoup moins spécialiste de l'audiovisuel. C'est quand même aujourd'hui l'essentiel du système médiatique privé tenu par cette petite dizaine, puisqu'on est en train d'assister à de nouveaux phénomènes de concentration avec la reprise du groupe Lagardère. Vous auditionnez cet après-midi M. Mathieu Pigasse, qui là aussi vient de revendre une partie de ses parts à Xavier Niel. Donc la concentration se poursuit. C'est très... Voilà, donc le problème est là. Vous ne pouvez... Écoutez, vous avez un quotidien économique dans ce pays qui appartient à la plus grande fortune française, parmi les 3 plus grandes fortunes mondiales. Si vous êtes journaliste aux Échos, et il y a d'excellents confrères aux Échos, comment vous faites pour traiter, par exemple, le groupe Carrefour, dont Bernard Arnault est l'un des actionnaires clés? Comment vous faites pour traiter LVMH?
quand, il y a quelques années, une grande ONG, relayée par énormément de publications en France et en Europe, a explicité la stratégie d'optimisation fiscale du groupe LVMH via une centaine de filiales offshore. Que peut faire les Échos face à ça? Comment ils font? C'est impossible, c'est ingérable. Comment font nos confrères du Figaro pour traiter les diverses aventures du groupe Dassault? Impossible, ingérable. Je discutais avec un collègue que j'aime bien du Figaro, on se connaît de longue date, et on parlait de ça. Il me dit, bon, mais oui, il y a une ligne rouge. Voilà, il y a une ligne rouge, mais on sait que ça sortira dans les autres journaux. Je lui dis, oui, mais les lecteurs du Figaro, ils ne lisent pas forcément les autres journaux. Donc, par exemple, le scandale de corruption, ou de corruption présumée, de vente des Rafales en Inde, qui vaut ouverture d'une enquête par le parquet national financier, qui pendant 3 mois occupe toute la presse indienne et déstabilise le gouvernement maudit. Il n'y a pas une ligne dans le Figaro. Les aventures de Serge Dassault à Corbeil-Essonnes, les questions d'achat de vote, etc. Rien. Donc, si vous voulez, le Figaro, c'est un journal de qualité, mais vous devez avoir, si vous lisez le Figaro, vous devez avoir en permanence le décodeur en disant « ça, je sais que non, ça, j'enlève, ça, je sais que je ne le trouverai pas ». Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, les médias dominants, c'est bien ces médias qui, aujourd'hui, dominent le marché par leur puissance, par leur diffusion, par leur vente, etc., mais qui pose un énorme problème sur ces questions d'indépendance. C'est pas possible. Et la rupture de confiance intervenue avec le public est quand même très largement due à cela. Or, je pense qu'il y a des choses assez simples à faire pour au moins tenter de reconstruire cette relation avec nos publics. C'est pas possible de rester dans cette situation. Voilà. Ma dernière question, quelles sont vos réflexions sur ce qu'il faudrait faire? Vous participez d'un mouvement qui parle de statut juridique des rédactions, de trafic d'influence, par exemple, informer n'est pas un délit, Oui. propose cela. Et puis, quelque chose que j'ai tenté de proposer de façon législative depuis 2008 sur les possibilités de posséder des médias quand on vit de la commande publique, avec le sujet quand même qui est que la loi n'étant pas rétroactive, ça pourrait toucher que les nouveaux entrants et ça pose une difficulté. Donc, quelles sont la panoplie, ou dites-moi, pour aller à l'essentiel, quelles sont les 2-3 mesures phares que vous proposez justement pour remédier à ces maux que vous nous avez exposés des médias et de la presse française? Écoutez, moi, je pense qu'il y a déjà toute une série de mesures très simples qui permettraient de reconstruire le lien avec les lecteurs en disant qui est qui et qui fait quoi. Il faut une transparence qui aujourd'hui n'est pas respectée. Il y a déjà plusieurs éléments qui figurent dans la loi qui ne sont pas respectés par les médias. Alors, ça serait quoi? Ça serait, ça a été évoqué devant vous, évidemment, la publication de la liste des actionnaires. Et pas seulement les actionnaires directs, mais les actionnaires indirects de 2e, voire de 3e rang. Vous avez évoqué le sujet avec Nicolas Bétou. Et on a bien vu que la structure montée par l'opinion ne permet pas aux lecteurs de comprendre qui est actionnaire de l'opinion aujourd'hui, puisqu'ils sont en 2e ou 3e rang, les vrais actionnaires, les vrais propriétaires de ce journal. Donc, publication de la liste des actionnaires directs et indirects. Publication des pactes d'actionnaires. Vous auditionnez cet après-midi M. Pigasse, mais le pacte d'actionnaires qui lie les trois actionnaires du monde libre, la structure qui contrôle le monde, c'est-à-dire Xavier Niel, M. Pigasse et l'ayant droit de Pierre Berger. Ce pacte d'actionnaires est inconnu. On ne sait pas
comment ça fonctionne. La Société des rédacteurs du Monde ne le sait pas. Troisième chose, publication des comptes des différents médias. C'est une obligation légale qui n'est absolument pas respectée. Non seulement elle n'est pas respectée de deux façons, ou bien les comptes ne sont pas publiés, donc on ne sait pas, Et comme ces titres touchent de l'argent public, et beaucoup d'argent public, on ne sait pas. Donc il faut là renforcer cette obligation de publication des comptes, et il ne faut pas seulement les comptes consolidés de ces groupes, il faut les comptes titre par titre. Parce qu'on sait aussi des astuces budgétaires qui peuvent être faites d'un titre à l'autre. Vous regardez, vous cherchez aujourd'hui, pardon, je ne veux pas sembler accabler Le Monde, qui est un journal que j'adore et où j'ai travaillé 12 ans, donc c'est vraiment pas la question. Mais si vous cherchez aujourd'hui les comptes du Monde, vous ne les trouvez pas. Vous trouvez les comptes du groupe Le Monde, consolidés. Vous ne trouvez pas les comptes du quotidien Le Monde. Donc je trouve que c'est une première chose. Il y a évidemment la question de l'argent public, donc un minimum me semble être de publier le détail des aides publiques versées par titre et par groupe. C'est ce qui est fait, mais quand même de plus en plus difficilement par le ministère de la Culture. Deux de vos collègues députés s'en étaient plaintes au printemps dernier lors d'une mission d'information flash. Elles avaient demandé ces chiffres au ministère de la Culture qui ne les avait pas transmis et elles avaient assez vivement protesté. Et puis, une chose très importante, j'insiste sur l'information locale et ses enjeux, c'est la publication des aides et subventions accordées par les collectivités locales aux médias locaux et aux quotidiens régionaux. On est là dans un brouillard absolu. Je vous renvoie à des appels qui ont été lancés par Mars Actu et Médiacité qui sont très intéressants. Vous avez peut-être suivi les aventures de Karine Lemarchand, ambassadrice de la région PACA. Quand Mars Actu a enquêté sur cette affaire, il s'est fait répondre, ça a été publié et c'est validé, et la région l'assume tout à fait, par Renaud Muselier, président de la région, que oui, il y avait des accords avec le journal La Provence et que ces accords étaient secrets. Donc il y a là encore de l'argent public localement qui va dans des conditions assez extravagantes, semble-t-il, alors ou bien par des subventions directes, ou bien par la publicité institutionnelle, ou bien par les appels d'offres, marchés publics, etc. Bon, et ça, je trouve qu'il faudrait faire un petit peu le ménage là-dessus. Ça, c'est un premier volet. Ce premier volet, moi, me semble déjà une étape importante pour que le lecteur sache qui est qui et qui fait quoi. Deuxième volet, le renforcement des droits des journalistes, puisque malheureusement la loi Bloch de 2016 s'est révélée assez insuffisante. Je pense que tout le monde est d'accord, en tous les cas dans notre profession, pour qu'enfin on arrive à doter les sociétés de journalistes d'un vrai statut juridique qui leur permette, entre autres, d'aller en justice. Les propositions vous ont été faites, entre autres par Nicolas Vescovaci, informer n'est pas un délit, effectivement, de la création de deux délits. Un délit de trafic d'influence et un délit de censure. Parce qu'on parle beaucoup d'autocensure, mais la censure existe. La censure existe, elle existe assez fréquemment, parce que des journaux, c'est une organisation assez verticale. Il y a des rédacteurs en chef qui décident je passe pas. C'est dans la ligne éditoriale, ça correspond à mon projet ou ça ne correspond pas. Et donc, tel sujet, je ne prends pas. Donc là, on n'est pas dans de l'autre. Je trouve que la création de ces deux délits qui aujourd'hui n'existent pas serait utile. On vous a dit évidemment droit sur la nomination et la révocation des responsables de rédaction. Je pense qu'il faut envisager, comme c'est généralement le cas partout en Allemagne, la présence de journalistes au conseil d'administration. Il faut, et enfin, en tous les cas, nous, c'est ce que nous faisons dans les titres que nous aidons, il faut annexer la charte de Munich.
c'est quand même le texte fondamental de notre métier, de sa déontologie, de ses pratiques professionnelles. C'est une charte internationale de 1971, si je ne me trompe pas. Voilà, nous nous encourageons, comme le SPIL, à ce que la charte de Munich soit annexée au contrat de travail des journalistes. Michel, pardon. Pardon, et peut-être je Oui, termine juste pour terminer, très rapidement. parce qu'on a encore des questions à Voilà, vous poser. très rapidement, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'amender le système des aides publiques à la presse. Il faut le renverser, le remettre sur ses pieds, et il faut, dans l'écriture, dans les critères, et je pourrais le développer si vous le souhaitez, d'attribution de ces aides, il faut introduire un critère qui est celui de l'indépendance des médias. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les aides publiques financent les journaux de nos milliardaires. Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bonnet, bonjour. Merci de vos propos, de votre approche, de la présentation de ce fonds qui avait déjà été évoqué par Edith Plenel lorsque nous l'avons auditionné la semaine dernière. Je voulais savoir quels sont ensuite les contrôles que vous avez une fois que vous avez financé. Parce que c'est important de financer, mais c'est bien aussi de savoir ce que ça devient. Est-ce que ça évolue de bonne façon ou pas? Est-ce que vous avez ensuite un droit de contrôle ou de rétractation même? Oui. Et puis finalement, puisque vous avez expliqué que vous commencez à financer pas mal de supports, est-ce que ce n'est pas le début d'une concentration aussi, ce que vous faites aujourd'hui? Je voudrais aussi, puisque vous avez abordé le problème des aides publiques, justement, je vais vous aller un petit peu plus loin. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, même si vous avez dévoilé un petit peu, mais j'aimerais vraiment que vous précisiez les choses, parce que c'est aussi très très important. Juste aussi, vous avez eu quand même un regard très critique sur la presse en général, même sur la médiocrité de l'information, c'est ce que vous avez dit. Quel regard portez-vous sur les journalistes de l'agence France Presse, sur le travail qu'ils font? Vous avez dit aussi que dans votre conseil de surveillance du fonds de votre fonds, vous avez une directrice d'une école de journalisme. C'est bien ça. Est-ce que la médiocrité commence aussi avec la formation des journalistes? Et puis, dernière question, je voudrais savoir, est-ce que vous avez dit que c'était, vous n'étiez pas dans une vision politique? C'est bien ce que vous avez dit. Hein. Est-ce que si Éric Zemmour veut créer un support, est-ce que vous allez l'aider? Je vais terminer par ça, si vous voulez bien. Si Éric Zemmour présente un projet avec un vrai modèle économique, avec un projet qui déjà ne viole pas la loi en termes de projet éditorial, qui n'ouvre pas la voie à des condamnations à répétition pour incitation à la haine raciale, etc. S'il présente un projet avec un vrai modèle économique, une équipe de journalistes professionnels, une structure de capital transparente et indépendante, sans conflit d'intérêts, on examinera ce projet. On examinera ce projet comme on le fait pour toutes les candidatures. Voilà, on l'examinera. Pour tout vous dire, c'est vrai que nous avons aidé jusqu'à maintenant des titres ou bien qui n'ont pas du tout de coloration politique, ou bien dont on peut penser que c'est plutôt des titres d'une coloration sur des valeurs de gauche. J'attends des candidatures de sites d'information d'une coloration de droite. Très franchement, je les attends. Le problème, c'est que là, on se heurte à ce qu'est l'état des lieux français. Vous avez un titre qui peut sembler tout à fait intéressant, Atlantico. Allez chercher ses actionnaires. Allez chercher ses conditions de travail. Voilà, vous n'avez pas tout ça. Donc, si Atlantico candidate, nous examinerons. Nous, on est tenus, si vous voulez, par nos statuts, et c'est pas que nous qui avons rédigé nos statuts. Si vous voulez, quand on a créé le Fonds pour une presse libre, c'est une première dans le secteur de la presse, nous avons dû négocier, à juste titre, avec l'administration fiscale, puisque les dons qui nous sont faits donnent droit à une déductibilité. Donc, il est normal que l'administration fiscale se soucie du fonctionnement et de la gouvernance de ce fonds. Par exemple, ce fonds de dotation
à interdiction absolue d'aider Mediapart avec des dons qu'il percevrait, ce qui est normal. Mediapart est une société commerciale qu'il contrôle à 100%. On ne va pas se mettre à financer une société commerciale avec des dons qui auraient été défiscalisés. Je dis ça parce que ça va concerner très vite le fonds de dotation créé par SFR et qui finance, qui contrôle Libération. Si c'est un moyen pour SFR de défiscaliser l'argent qu'il injecte dans Libération, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Si c'est autre chose, tant mieux pour eux. Alors, contrôle sur les financements, m'avez-vous demandé. Bien sûr, on le fait parce que, je dirais, c'est des médias qui sont fragiles, donc on demande évidemment des retours. Ces retours nous sont faits. Que nos financements, ne soyons pas... on est un peu lucide, donc on sait très bien que nos financements restent quand même très limités. Et ce qu'on souhaite développer, et ce qui est aussi une demande assez forte de médias jeunes, fragiles, etc., c'est une activité de conseil. Donc c'est un suivi. C'est de dire, nous, on peut vous accompagner. On est une équipe de professionnels quand même assez expérimentés. On a tous commis les erreurs classiques. On peut vous éviter de commettre les mêmes erreurs quand vous allez lancer et développer votre média. Donc, on vous accompagne. Et c'est pour ça que la question n'est pas de créer un groupe de presse ou une concentration, mais c'est pour ça qu'on n'exclut pas, par exemple, des prises de participation au capital, qui resteront absolument minoritaires. Ça ne s'est pas encore produit, mais le jour où on discutera dans mon idée, je pense dans celle des administrateurs du fonds, ça ne peut pas aller au-delà de 10%, mais ça permet simplement d'organiser cet accompagnement, et puis ça permet, pour ces médias, de faire des subventions ou des investissements du Fonds pour une presse libre, un petit peu un label de professionnalisme et de qualité. Et donc de permettre à ces médias de dire, regardez, nous, notre projet, il a été validé par le Fonds pour une presse libre, ça permet d'aller voir d'autres investisseurs qui se diront, bon, bah, ok, c'est sérieux, c'est intéressant, le Fonds pour une presse libre est là-dedans, etc. Donc on peut suivre. Donc voilà, l'idée, celle-là, est certainement pas de constituer un groupe de presse. Vous m'avez parlé formation des journalistes. Alors, il y a un débat éternel chez les journalistes sur la qualité des formations des écoles de journalisme. Ça, c'est évident. Heureusement, ce métier reste accessible à des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme. Et on trouve, parmi les collègues qui n'ont jamais fait d'école de journalisme, des journalistes absolument brillantissimes. Donc, je dirais que c'est un débat interne à la profession récurrente, etc. Moi, je ne me sens pas, très franchement, d'avis là-dessus, de m'exprimer là-dessus. Ah oui, peut-être faisiez-vous référence à Zemmour expliquant qu'aujourd'hui, les écoles de journalisme, c'est l'idéologie Mediapart. Il avait fait cette déclaration. Bon, je dois vraiment voilà, regarder les formations de journalisme. Moi, j'ai tendance à penser que en termes de recrutement, c'est socialement trop homogène, de recrutement d'étudiants, et en termes de formation, je trouve ça parfois un peu trop tranquille et conformiste. Mais sinon, je n'irai pas plus loin dans les critiques, parce que ces écoles, et c'est moi ce que j'ai vécu en faisant le centre de formation des journalistes à Paris, c'est d'abord une très bonne formation, et c'est surtout un tremplin pour des gens qui n'ont aucun réseau, aucun... voilà, voilà, je n'aurais jamais été journaliste sans le CFJ. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ces critiques. Dernière chose, comment jugez-vous le travail de l'AFP? Écoutez, l'AFP, c'est une des deux grandes agences de presse mondiales. On a régulièrement des discussions avec des collègues de l'AFP, parfois des désaccords. On ne peut pas dire, me semble-t-il, que c'est une agence faible. Voilà. Monique Demarco. Merci Monsieur Bonnet. Moi, je trouve que vous avez été très sévère dans votre introduction en parlant de la médiocrité de l'information en France et du coup aussi des journalistes qui sous-traitent, etc. Au fond, à vos yeux, seulement ceux qui exercent un métier dans la presse indépendante sont des journalistes donc intéressants. Et pouvez-vous nuancer vos propos? Je pense que
ça demande de la nuance. Je reviens par contre sur quelque chose très rapidement. Vous avez abordé donc justement les fonds d'aide à la presse. J'avais donc bien remarqué qu'en définitive, LVMH, avec les Échos Le Parisien, touchait environ 25% des aides à la presse. J'aimerais savoir si vous pensez que ce système de la presse doit être réformé. Vous l'avez dit. De quelle manière vous avez commencé à l'aborder, mais est-ce qu'il serait possible, peut-être que vous n'allez pas développer tout de suite, que l'on puisse avoir, je demande au président et au rapporteur, une petite note de piste de ce que vous avez très brièvement dit tout à l'heure et qu'il serait nécessaire un peu de développer, justement, comment vous voyez donc le futur de ces aides à la presse. Bien, merci Madame la sénatrice de ces questions. Vous avez trouvé mon propos préliminaire trop violent et caricatural. J'ai longuement réfléchi avant de venir devant votre commission et j'ai choisi de dire ça. Et je ne le modère pas. Très franchement, je ne le modère pas. Moi, j'ai travaillé à l'étranger. Je suis un grand lecteur de la presse étrangère et je suis ébahi, si vous voulez, par le manque de développement, de création et d'innovation de journaux qui appartiennent à des fortunes qui ont a priori tous les moyens financiers qu'ils veulent, et on est dans l'immobilisme. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible au moment de la révolution numérique d'avoir loupé autant de choses et d'avoir fait aussi peu. Ce n'est pas possible de laisser se creuser un tel écart, parce que tout le monde en souffre, entre les lecteurs, la population, son système de médias. Nous en souffrons, vous en souffrez. Vous savez ce qu'on crie maintenant dans les manifestations. Avant, certains criaient « tout le monde déteste la police ». Maintenant, on crie « tout le monde déteste les médias ». Ça commence. Il y a des journalistes de l'AFP, justement, des collègues quand même parfaitement professionnels, qui ont été sortis d'une manif récemment. Donc, c'est pas anodin, ça, c'est des symptômes. On peut dire c'est quelques fous furieux dans une manifestation. Non, mais ces symptômes se multiplient. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages sur les Gilets jaunes. Eh bien, je peux vous dire que là, vous mesurez la fracture. Donc, on ne peut pas en permanence parler des fake news, des bulles informationnelles, des groupes sur Facebook, etc., et laisser comme quelque chose d'acquis qu'on ne peut pas critiquer un système médiatique. Je parle de manière générale, encore une fois. Hein, donc, on peut penser que ces généralités sont fausses. Je ne le crois pas. Et laisser ce système intouché. Il faut l'interroger. Il faut l'interroger et comprendre pourquoi nos publics se défient de ça. Vous savez, je suis journaliste, je peux vous dire ce que j'entends sur mon métier, au fil des reportages, des gens que je rencontre, etc. Parfois, franchement, vous avez envie de vous cacher. Hein. Donc, attention à cette rupture. On s'y est habitué, parce qu'il y a ce fameux baromètre de la Croix qui, depuis 20 ans, 25 ans, nous dit que la confiance dans l'information et dans le journalisme diminue. Il ne faut pas s'y habituer. Voilà. Et c'est le grand reproche que je fais, si vous voulez, à ces journaux dominants, que je fais à la presse régionale. Vous avez entendu le patron du groupe EBRA, qui dit avoir sauvé ces journaux. Ce qu'il n'a pas dit, il l'avait dit au Figaro au mois d'octobre dernier dans un entretien, c'est qu'il y a eu quand même 600 départs de ces 9 quotidiens. Les rédactions ont été pour partie fusionnées avec la création d'un bureau à Paris pour traiter toutes les pages d'information nationale. Je suis un lecteur, il se trouve hasard de la vie, je suis un lecteur régulier depuis 45 ans du Dauphiné libéré. Mais, enfin franchement, vous ne pouvez pas prétendre vendre ce journal. C'est désespérant, si vous voulez, en termes également d'information locale. Donc, ce n'est pas possible d'appauvrir à ce point-là des contenus, des journaux. Et ceux qui sont en cause, ce ne sont pas mes confrères journalistes, qui tous souffrent. Je parlais du Poulpe tout à l'heure, c'est 2 anciens journalistes de Paris-Normandie
qui, n'en pouvant plus, sont partis. Mars Actu, c'est des journalistes de la Marseillaise. Bon, pardon, je ne vais pas... Oui, je suis désolé, vous avez plein de choses à nous dire, oui. on comprend. J'ai encore des questions, long, donc, et on va s'arrêter dans 10 minutes. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Bonjour, monsieur. Vous avez décrit dans un propos liminaire, alors, violent, je ne sais pas, moi je trouve une certaine acuité le panorama de l'info, avec des infos low cost tendant vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. C'était un petit peu, je crois, en tout cas ce que j'en ai compris. Vous recherchez, vous l'avez dit, un journalisme pérenne et non orienté. Si j'étais taquin, oui, je dirais que si j'en juge à la couleur de l'encre de vos notes et au fait que vous ayez stigmatisé... Noir. Non. Noir et rouge, c'est inquiétant. Le rouge et noir, ça me va très bien. Je suis supporter de l'OGC Nice, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà. Donc, et encore une fois, je plaisante, mais c'est un fond de vérité parce que je ne vous ai entendu parler et stigmatiser que l'extrême droite dans vos propos et M. Zemmour, on a l'impression que ce pays tourne autour de M. Zemmour. Absolument. Ce qui est quand même affligeant. Enfin bref, affligeant. Je ne sais pas si c'est la personnalité ou le fait que... Mais bref, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, vous n'avez parlé que de stigmatisation un petit peu de l'extrême droite, sans rien dire de l'extrême gauche, hein, qui est tout aussi dangereuse, à mon sens en tout cas. Donc ça m'amène à vous poser quelques questions très brèves. Qui est à même, selon vous, de juger du pluralisme ? Comment jugez-vous les trajectoires? Ça a été une audition particulièrement intéressante. Les trajectoires diverses et les avis divers de M. Plenel, de M. Fotorino et de M. Bétou. Et ne pensez-vous pas qu'ils représentent à eux seuls, justement, la possibilité et la preuve d'un certain pluralisme dans notre pays? Bien, merci, monsieur le sénateur. Moi, je suis journaliste, très franchement, et mon action comme président du Fonds pour une presse libre, c'est cette maladie française de confondre le journalisme et la politique. C'est l'histoire de la France, voilà, c'est l'histoire française. Par exemple, on a toujours considéré que le summum du journalisme, c'était d'être éditorialiste. Quand aux États-Unis, on considère que le summum du journalisme, c'est d'être enquêteur. On est dans deux cultures très différentes. Voilà, donc moi, je travaille avec des médias, si vous voulez, qui ont des projets éditoriaux, et j'essaye que ces projets puissent se réaliser, prospérer, etc. Alors, comment juger du pluralisme? Je vous le dis, moi, je pense qu'il faut tomber d'accord sur une définition de ce qu'est la presse indépendante, si vous voulez. Et c'est pour ça que je vous ai cité cette définition un peu longue donnée par le SPIL, parce qu'à partir du moment où il y a un accord, un consensus sur voilà ce que c'est que la presse indépendante, on sait qu'il n'y a pas de débat démocratique et de délibération démocratique de qualité si elle n'est pas basée sur une information indépendante. Donc à partir de là, j'allais dire, pardonnez-moi, la messe est dite. Peut-être pour poursuivre ma réponse, j'aimerais vous citer, parce que c'est une phrase que j'aime bien, une phrase de Pulitzer, qui a donc donné son nom à ce fameux prix sur le journalisme. Et Pulitzer disait la chose suivante: le vrai journalisme doit rester toujours dévoué au bien public et être toujours radicalement indépendant. Le vrai journalisme, c'est une information minutieuse qui se battra pour le progrès et la réforme, ne tolérera jamais l'injustice ou la corruption et combattra toujours les démagogues. Voilà, moi j'aime bien cette phrase, elle sonne un peu étrangement aujourd'hui dans le contexte français, et si vous l'acceptez, je prendrai volontiers avec vous un pari, c'est qu'aucun de nos hommes d'affaires contrôlant aujourd'hui les médias dont on a parlé signerait cette phrase. Et c'est ça qui me semble extrêmement problématique. Si j'ai 2 minutes, Monsieur le Président, je n'ai pas répondu à Madame de Marco et également à d'autres questions sur comment réformer les aides publiques, si vous voulez bien.
nous, là-dessus, il y a quand même un très gros travail qui a été fait, et je renvoie aux propositions, encore une fois, du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. J'ai donné une piste, et je pense que, voilà, il y a d'abord une stratégie de la puissance publique. La puissance publique n'est pas là pour assurer une rente à un monde mort ou finissant. La puissance publique est là pour aider à l'émergence de secteurs qui créent de la valeur. Et, désolé, mais aujourd'hui, il y a une possibilité, en revoyant ce système d'aide publique et en le réorientant vers la presse indépendante, de créer de la richesse, de créer des emplois, de créer justement un autre écosystème de la presse. Et il y a eu des amendements, mais il y a eu des choses de fait, la bourse à l'émergence, l'aide au pluralisme. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je dis simplement qu'on reste dans un déséquilibre qu'avait souligné le SPIL. Si vous voulez, je discutais dernièrement avec le responsable de Médiacité qui me disait, moi, il me manque 200, peut-être 250 000 euros pour passer le cap qui me permettra d'être à l'équilibre et de pérenniser mon modèle économique. Quand vous voyez ça et que vous voyez les 12 millions d'euros versés en 2019 à aujourd'hui, les 1,8 million au JDD, les 5,2 millions au Monde, les 5,7 au Figaro, les 5,9 à Libération, les 2 millions versés à l'opinion, vous dites, mais enfin, franchement, que fait-on? Que fait la puissance publique? Donc, c'est pour ça que je parle de renverser ce système. Il faut le remettre sur ses pieds. Et je pense qu'un critère important, puisqu'on parle finalement, in fine, de débat démocratique, de sa qualité et de confiance avec les publics, les citoyennes et les citoyens. Un des critères qui, moi, me semble important et qui mériterait d'être introduit comme critère d'attribution des aides publiques, c'est l'indépendance effective des médias. Là, je pense qu'on tient une piste qui peut être extrêmement féconde. Et puis, par ailleurs, je pense que la puissance publique, si vous voulez, doit faire des choix un petit peu stratégiques. On a un haut commissaire au plan, on devrait sans doute du reste aller le voir. Encore une fois, l'État n'est pas là pour tenir vivant un système dont de larges parties sont mortes. Disons-le, voilà, il faut quand même changer. Si vous voulez, tous ces gros éditeurs, et j'en terminerai avec ça, nous ont expliqué qu'ils vivaient une crise sans précédent. J'ai retrouvé un rapport très intéressant qui était lié à la création des sociétés de journalistes, enfin je vous le fais vite, des années 60, un rapport parlementaire qui déjà parlait de la crise extrêmement grave de la presse française. Moi, depuis que je suis journaliste, j'entends parler de la crise de la presse française. Donc on ne peut plus invoquer cette crise pour, d'année en année, reconduire un système d'aide sur des critères obsolètes, obscurs, inefficaces. Donc voilà, il faut... pardon, je suis trop... Dernière question d'Evelyne Renaud-Garabédian. Evelyne? J'ai peur que nous l'ayons perdu. Je vais dire un mot, j'ai une phrase. Je voudrais... Très rapide. Oui, alors, oui. En attendant, si Evelyne, monsieur le rapporteur, oui, rapidement. moi je n'ai plus de questions, mais à verser à votre réflexion, à notre réflexion à tous, puisque vous avez donné une définition de l'indépendance, vous voulez même que ce soit un critère, c'est une bonne piste pour refondre les aides à la presse. Et je le dis aussi pour mes collègues, parce que s'il y a un auteur qui souvent a fait consensus par sa force, Albert Camus, dans Manifeste pour un journalisme libre, il dit « Un journal indépendant donne l'origine de ses informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations et en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. » Evelyne Renaud-Garabédian. Merci, Monsieur le Président. Le fonds que vous présidez, Monsieur Bonnet, a vocation à aider la presse indépendante à se développer. Il est ainsi possible de vous soumettre des projets que votre fonds peut subventionner, voire entrer au capital.
Pour être éligible, d'après ce que j'ai compris, l'entreprise éditrice doit être indépendante, concept qui est pour le moins difficile à concrétiser. Ainsi, vous avez, selon vous dire, fait le choix de considérer une entreprise de presse comme indépendante lorsque la majorité de son capital est détenue par des personnes physiques ou morales, mais dont l'activité principale se situe dans les médias. Or, pour n'en citer qu'un seul, le groupe Bolloré se détache progressivement d'une partie de ses activités pour se concentrer sur les médias, que Vincent Bolloré considère comme le secteur le plus lucratif après le luxe. Cela pourrait-il vous amener à adapter votre conception de l'indépendance? Merci de votre réponse. Madame la sénatrice, merci de votre question. Non, je pense que la définition de l'indépendance que j'ai donnée est quand même très partagée dans notre profession, et c'est pour ça que je reprenais cette définition telle qu'élaborée par le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, qui est le premier syndicat professionnel, par le nombre d'adhérents, plus de 250 adhérents. Donc c'est pas moi qui ai bricolé sur mon coin de table, c'est quoi la presse indépendante. Le groupe Bolloré, écoutez, on verra ce que donnent ces évolutions futures, si véritablement il se détache de ses nombreux business en Afrique. On verra tout ça. Pour l'instant, il est ce qu'il est. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple parce que je vérifiais les chiffres. Je ne l'ai pas fait pour le groupe Bolloré, mais je l'ai fait pour Bouygues. TF1, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Bouygues Télécom, c'est 6,5 milliards. L'activité BTP de Bouygues, c'est 26 milliards. Donc vous voyez que vous êtes dans un groupe où les médias représentent 2 milliards sur un peu plus de 30. Donc on peut faire le même calcul sur le groupe Bolloré et voir ce qu'il en est. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que quand même, au Royaume-Uni, en Allemagne, très largement aux États-Unis, les groupes de médias sont des groupes dont l'activité média et de production d'informations est le cœur de métier, et qu'on est dans une structure de propriété en France qui est absolument atypique. Donc voilà, nous on fait ce constat-là, on est largement d'accord au sein de la profession pour définir ce qu'est un média indépendant. Vous parliez d'un média contrôlé qu'à la marge par des actionnaires. Non, ça peut être des sociétés commerciales contrôlées par un seul actionnaire, mais dont le métier est exclusivement l'information. Je vous parle par exemple d'Epsilon, cette nouvelle revue scientifique qui a été lancée après la crise survenue à Sciences et Vie. Epsilon a aujourd'hui un actionnaire, mais c'est un actionnaire qui ne fait que de la presse. Tous ses intérêts... Si vous voulez, la question fondamentale, c'est celle du conflit d'intérêts. Tous ces intérêts sont aujourd'hui dans la presse. Je vous ai posé la question, si jamais Vincent Bolloré faisait comme il l'a dit, et il mettait toutes ses activités dans le secteur des médias et de la presse, est-ce que dans cette hypothèse-là, vous seriez amené à adapter votre conception de l'indépendance? Aujourd'hui, et sur des dimensions telles qu'il ne se resserrera jamais sur des activités presse exclusives. Hier a été publiée une enquête, par exemple, sur Bolloré Logistique. Non mais, Madame la sénatrice, Bolloré Logistique, on n'est pas franchement dans la presse. Donc, voyons, si dans 10 ans, M. Bolloré, ayant pris sa retraite, je crois, le 17 février, si dans 10 ans, le groupe Bolloré est tout autre, ben, nous en discuterons. S'il se sépare d'Havas, principale agence de publicité, une des premières mondiales. Est-ce qu'il va se séparer d'Havas pour faire du média et que du média? Nous verrons. À ce moment-là, oui. Bien, merci. C'est un sujet évidemment qui est fort intéressant. La question de la définition de cette indépendance, elle est complexe. Je relisais, puisque vous nous y avez invité, les statuts du SPIL et la notion d'indépendance qui tournent beaucoup effectivement sur l'éventualité d'un conflit d'intérêts qui, dès lors qu'on a une société ou un patron de société dans l'actionnariat, c'est susceptible d'être en conflit d'intérêts. Donc j'ai peur que... ne serait-ce que par... On a tous beaucoup apprécié, je crois, la table ronde de la semaine dernière avec
Bétou et Fotorino, entre autres, et Roberts. Mais quand on regarde ces 4 journaux, les 4, lors de leur création, et c'est bien un souci lors de la création, aucun ne rentrait dans cette notion d'indépendance, telle que l'ASPIL le définissait. Ils avaient tous fait appel, et pour des raisons économiques qu'on peut comprendre, ils avaient tous fait appel à des investisseurs, sociétés ou des hommes d'affaires. Non, Mediapart rentrait dans cette définition à l'époque. Non, il y avait Mediapart, un tiers du capital était détenu par 2 investisseurs, 2 sociétés, Ecofinance et Doxagent, et puis dans la Société des Amis, il y avait aussi des chefs d'entreprise. C'est très compliqué. Oui. On comprend bien que c'est compliqué, mais comme quoi, vous voyez, la notion d'indépendance et la réalité de l'indépendance, si on la plaque d'un point de vue capitalistique, est très difficile à appréhender. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bonnet, pour vos éclairages ce matin. Je vous remercie beaucoup.